Je vais parler d'un sujet qui est vraiment très très nouveau, qui est l'hydrogène naturel. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. C'est aujourd'hui quelque chose qui peut devenir beaucoup plus important que ce qu'on imaginait il y a quelques années. Donc je voudrais remercier Éric Deville aussi, une grande partie de ce travail qui est de l'IFP, on l'a fait ensemble. Ça va être un exposé un petit peu sur des ronds, vous voyez, vous allez voir un petit peu à quoi correspondent tous ces ronds à droite. Et puis ça c'est un des premiers ballons à hydrogène qui est fait également. Alors qu'est-ce que c'est l'hydrogène aujourd'hui? L'hydrogène gaz, bien sûr, c'est un marché immense. Alors, on n'a pas les chiffres exacts parce qu'il y a une grande partie de ce marché qui est captif, mais c'est environ 300 milliards de dollars par an. C'est quand même à peu près 22% environ en volume de la production de gaz naturel, donc de méthane. Le gaz naturel est appelé méthane, même si je parlais d'hydrogène naturel, qui est aussi un gaz naturel. Et cet hydrogène, à l'heure actuelle, il est essentiellement utilisé, non pas du tout en termes énergétiques, mais pour la chimie. Pour deux grandes raisons. Pour fabriquer de l'ammoniac, donc des fertilisants, etc. Et pour le raffinage, pour améliorer la qualité, faire de l'essence à partir de pétrole, en gros. Aujourd'hui, et c'est le but essentiel de cet exposé, c'est de casser cette idée générale que l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique, donc il faut le fabriquer pour l'utiliser. Je vais essayer de vous convaincre que c'est également une source d'énergie, une source naturelle. C'est donc ce que je vais essayer de vous montrer en vous présentant des exemples de ces émanations de gaz. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on a pensé pendant longtemps que ces émanations existaient, c'est pas tout à fait nouveau, on pensait qu'elles étaient négligeables, aujourd'hui on se rend compte qu'on s'est trompé. Alors ça, c'est le marché de l'hydrogène aujourd'hui. Comment est-il fabriqué? Bon, ça a déjà été évoqué, donc très très rapidement, à partir du charbon, du pétrole et du gaz, essentiellement. C'est 90-95% de la production d'hydrogène. Et il reste une petite partie par électrolyse, qui est une très belle méthode, mais qui coûte encore très très cher. J'évoque les biomasses, mais vous ne le voyez même pas sur le diagramme, tellement c'est négligeable à l'heure actuelle. Et comme je le disais, ça sert donc essentiellement à fabriquer de l'ammoniac, synthèse de l'ammoniac, pour le raffinage, avec quelques autres applications, méthanol et gaz industriel. Donc les cylindres d'hydrogène que vous trouvez, l'aérospatial aussi, ça représente quelque chose de très marginal. L'énergie hydrogène aujourd'hui, ça ne se voit pas, c'est dans l'épaisseur du trait. Alors, il faut aussi savoir que fabriquer de l'hydrogène, ça a un coût important. L'hydrogène manufacturé, ça coûte à peu près 5 fois plus cher que le pétrole en termes énergétiques, si on pense en tirer de l'énergie, de 10 $ par rapport à 2 $. Bilan carbone, je vous l'ai dit, c'est à partir des énergies carbonées qu'on fait du H2. Donc on va émettre plus de 10 tonnes de CO2 chaque fois qu'on va vouloir produire une tonne d'hydrogène. Alors ça ne plaît pas beaucoup non plus, ça pose des petits problèmes ou ça rajoute un coût. Et puis d'autre part, ça se fait donc à partir essentiellement des énergies carbonées. Alors on se pose déjà des questions pour combien de temps on en a, même si on n'est pas tout à fait paniqué. Mais si on consomme cette énergie carbonée pour faire de l'hydrogène, on essaie de limiter. C'est-à-dire on ne produit que l'hydrogène là où on en a réellement besoin, c'est-à-dire pour la chimie. Pour l'énergie, on a d'autres substituts aujourd'hui. On en produit guère. Et donc on comprend pourquoi l'hydrogène aujourd'hui en termes d'énergie, si je puis dire, du retard à l'allumage. Alors, on entend dire, oui, mais c'est compliqué à transporter, c'est compliqué à stocker, ça part un peu dans tous les sens. Alors, ça a déjà été dit, et je ne vais pas beaucoup insister, il y a énormément de méthodologie et de R&D qui a été faite depuis des décennies sur le stockage de transport d'hydrogène, puisque 300 milliards de dollars par an, c'est quand même pas rien. Je ne vais pas évoquer toutes les méthodes, je voudrais évoquer l'une d'entre elles dont on ne parle pratiquement jamais, et je n'ai pas compris pourquoi. D'ailleurs, peut-être que quelqu'un pourra m'expliquer quel est le défaut de cette méthode, où il y a énormément de recherches, ce sont des microsphères. Des microsphères avec des verres particuliers qui font entre 10 et 200 microns, et dans lesquels vous pouvez stocker de l'hydrogène à très très haute pression. Donc votre hydrogène, vous le retrouvez dans un petit sac de litière pour chat, si je puis dire. Il est à l'intérieur de ces petits grains. À température ambiante, l'hydrogène va rester à l'intérieur des petites sphères quasi indéfiniment. Si vous augmentez la température, la diffusion va augmenter, vous allez libérer votre hydrogène, c'est-à-dire comme ça qu'on le met à l'intérieur. Et une autre manière aussi de récupérer l'hydrogène, c'est de briser les petites sphères et puis d'en récupérer un tout petit peu. Là, ça ne devient pas très très dangereux. J'ai cité quand même par amusement tous les laboratoires dans le monde qui travaillent sur ces techniques. Vous voyez qu'il y en a aux États-Unis, il y en a en Chine, il y en a en Inde, il y en a au Japon. L'Europe est brillamment absente de toute cette liste, j'en ai pas trouvé. Et il y avait un ordre de grandeur de stockage qui donne un stockage d'hydrogène relativement correct. Alors, qu'est-ce qu'on entend dire
sur l'hydrogène, les arguments usuels. Alors, j'en ai parlé, ce n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur. Bon, bah, c'est faux, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Oui, mais alors, même si on voulait l'utiliser dans l'énergie dans les tuyaux, il faudrait changer tous les tuyaux, toutes les vannes, etc. Eh bien, c'est faux également. Alors, si on met 100% d'hydrogène, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais GDF Suez, je ne sais pas s'il y a encore des personnes de cette entreprise qui sont là aujourd'hui, envisagent de mettre 20-22% d'hydrogène dans toutes les canalisations de gaz naturel, de l'hydrogène fabriqué à partir d'énergies renouvelables d'ailleurs, c'était le thème de l'exposé d'avant, sans rien changer au réseau de distribution et aux vannes. Donc, ce n'est pas si compliqué. Si on arrive déjà à remplacer 22% de l'énergie du gaz par de l'hydrogène, ça représente quand même quelque chose de gros. Et puis alors, sinon, tout le monde me dit c'est dangereux, et on pense aux zeppelins qui a explosé. Alors oui, ça brûle et ça explose, l'hydrogène, mais le méthane aussi, le butane aussi. Ça a des avantages et des inconvénients en termes de dangerosité, mais encore une fois, c'est utilisé de manière gigantesque au niveau de l'industrie. Ça a été utilisé par les hommes, on l'a évoqué tout à l'heure, avec le gaz de ville qui venait du charbon, qui était essentiellement d'hydrogène. On n'a pas vu beaucoup d'accidents avec l'hydrogène, beaucoup avec le monoxyde de carbone associé en revanche, mais c'était une autre histoire. Alors, l'hydrogène naturel, carte du monde, voilà un certain nombre d'endroits où aujourd'hui on sait qu'il y a de l'hydrogène naturel, en quantité tout à fait importante. Alors vous voyez qu'il y en a beaucoup. Je ne sais pas si ça... C'est quel bouton ? Ouais, ça y est, j'ai trouvé. Il y en a énormément au niveau des rides médio-océaniques, et c'est là où on l'a découvert en premier, dans les années 70 à peu près. C'est pas tout récent. Mais ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, on s'aperçoit qu'à l'intérieur des continents, on trouve également de l'hydrogène de manière native. Alors, comme je l'ai dit, les premières sources d'hydrogène, c'était offshore, c'était au milieu des rides océaniques, c'était associé aux sites hydrothermaux, des fluides qui sortaient extrêmement corrosifs et avec du gaz en solution, très chargé en hydrogène, avec un petit peu de méthane et d'autres hydrocarbures. Les flux sont toujours d'ailleurs assez importants, relativement, mais pas tant que ça quand même. Et puis, aller produire un gaz avec 4 km d'eau au-dessus de sa tête dans des fluides hypercorrosifs, je pense que ça reste aujourd'hui assez science-fiction. En revanche, des sources ont été trouvées assez rapidement après dans ce qu'on appelle des ophiolites. Qu'est-ce que c'est que les ophiolites ? Je vais le présenter rapidement après. Ce sont des lambeaux de croûte océanique qui se retrouvent sur des continents, charriés sur des continents. Donc ça permet d'éviter les 4 km d'eau au-dessus de notre tête. Et ça, c'est une exploitation assez facile et envisageable, j'en dirai un petit mot. Et on en était un petit peu là. Mais, donc voilà un exemple, voilà une flaque, on appelle ça les blue pools, en général des eaux tout à fait particulières dans lesquelles de l'hydrogène bulle dans ces formations géologiques qu'on appelle les ophiolites. Mais le but essentiel que je veux vous présenter ici, c'est par exemple cette carte Google Earth. Je ne sais pas si vous voyez bien ces cercles que l'on voit, ça c'est au milieu de la Russie. Tous ces cercles représentent des sites de sortie d'hydrogène de manière assez importante, beaucoup plus importante que les ophiolites. Alors pour les non-géologues, un ophiolite, c'est un morceau donc, de lithosphère océanique qui se retrouve charrié à la faveur de collisions sur des zones de compression. Ça nous permet donc de trouver les mêmes roches que sur le plancher océanique. Un exemple connu depuis l'Antiquité, les chimères en Turquie, qui sont sur justement des formations ophiolitiques, des flammes permanentes, ça brûle tout le temps. Alors la flamme, elle est jaune, ce qui veut dire que ce n'est pas d'hydrogène pur, c'est un mélange d'hydrogène et de méthane, et hydrogène qui est produit naturellement et qui brûle depuis l'Antiquité. C'était l'origine de la flamme olympique, et c'est également l'origine de la légende des chimères, à cause de ce feu qui sort du sol. Ça vient des ophiolites. En nommant, il y en a beaucoup qui sont repérés. Alors bon, vous voyez des petits bullages, c'est pas encore le bullage industriel, pour le moins. Ça se trouve dans ces eaux bleues, à des températures relativement ambiantes, mais des pH extrêmement basiques. Un pH entre 11 et 12. Quand on va se baigner dans ces piscines, ça gratte. Mais il y a de l'hydrogène qui en sort. Autre exemple, en Nouvelle-Calédonie, au sud, bon, c'est un territoire français, c'est pour ça que je le dis, il y a une grande formation ophiolitique, et au sud, des émanations d'hydrogène, connues sans être véritablement étudiées. Elles sont en partie offshore, là il y a 60 mètres d'eau au-dessus, donc les gens peuvent y aller avec des bouteilles, je n'y suis pas allé, mais des gens qui y sont allés, avec de l'hydrogène qui sort et des concrétions carbonatées liées à la réaction de l'hydrogène avec l'eau de mer. Moi, je me suis contenté d'aller autour, sur la baie elle-même, où on voit les mêmes concrétions, mais là, cette fois, sans masque et sans cylindre.
de l'hydrogène qui bulle avec 1 mètre de profondeur. J'ai pu aussi prendre la photo. Sur le Platier, on voit ces sorties d'hydrogène également dans des territoires français. Alors d'où vient cet hydrogène dans les ophiolites? Bon, en résumé, on peut dire qu'on croit à peu près comprendre. Ça fait longtemps que les scientifiques travaillent dessus. C'est pas trop mal connu. Les roches qui constituent le fond du plancher océanique à certains endroits ou une partie des ophiolites s'appellent des péridotites. Elles ont comme minéral l'olivine, et l'olivine va s'altérer au contact de l'eau. Et cette altération va donner un autre minéral qui va donner de la serpentine et de la magnétite. Mais il y aura une production d'hydrogène. Pourquoi? Parce que dans l'olivine, le fer, il y a du fer, il est sous forme ferreuse, c'est-à-dire sous forme relativement oxydée. Il n'est pas sous forme métal, ça n'existe pas à la surface de la Terre, mais il est sous forme relativement réduite. Et il va pouvoir s'oxyder en ce qu'on appelle le fer ferrique, Fe3+. Et cette oxydation du fer ferreux en fer ferrique va provoquer une réduction de l'eau qui va produire de l'hydrogène. Donc le mécanisme est relativement connu, aussi bien en thermicité. Il y a expérimentalement, des gens ont fait des expériences avec une péridotite qui s'altère de plus en plus, devient plus noire à cause de la magnétite. Et on a mesuré au laboratoire, sur le terrain, ces émanations d'hydrogène. C'est relativement bien connu. Alors maintenant, on arrive aux rondes sorcières qui ont été découvertes par des collègues russes et qui nous avaient invités pour aller faire des mesures de flux. On est allé voir, donc là on est toujours sur un satellite, on est allé voir ces ronds et on s'est aperçu que chacun de ces ronds avait des émanations d'hydrogène qui étaient, quand on fait un petit calcul simple, extrêmement importantes. Alors voilà, en plus ça, c'est la géologie qui vit. Google Earth, vous pouvez remonter dans le temps. Voilà une forêt russe tout à fait quelconque en 2002. Et quand vous vous promenez sur cette structure en 2004, apparaît, je ne sais pas si ça se voit bien, d'où vous êtes, moi je vois assez mal, je vois bien sur l'écran, apparaît un rond, les arbres sont en train de mourir, la végétation disparaît, et il y a cette structure circulaire qui se met à apparaître. En 2011, ça devient encore un petit peu plus visible, et la zone centrale est morte. Et si on regarde à ce moment-là la topographie, on voit que c'est un petit peu bombé. Le sol s'est soulevé, alors qu'en général, c'était plutôt des dépressions. Comment on explique ça? Eh bien, par le soufflet au fromage. Disons, vous avez une transformation de l'eau en H2. L'H2, c'est un gaz. Et bien, au début, ça gonfle. Mais comme ce gaz s'en va et que vous avez perdu de la masse, puisque l'eau s'est transformée en gaz, ça va se dégonfler, ça va faire une dépression. Donc on est allé sur ces structures. En voilà une. Alors cette fois, on a quitté le satellite. On est sur la glaise. Et on est allé faire des mesures à faible profondeur. On mesure des concentrations à 1 mètre de profondeur. Et sachant que dans l'atmosphère, il y a pratiquement 0 concentration d'hydrogène, on peut faire un calcul diffusif, ce qui nous donne un flux dans l'ensemble de cette structure-là, qui fait quelques centaines de mètres de diamètre. Et les calculs de flux simplement par diffusion, sans parler de convection de fluide arcéen, sont déjà tout à fait conséquents. Et des structures comme ça, sur la petite échelle où on s'est promené, il y en avait des centaines. Donc on commence à arriver... Alors voilà des sections de teneur en hydrogène quand on traverse ces structures circulaires. Ça donne des flux extrêmement importants qu'on a confirmés, qu'on a mesurés et qu'on a au début pas du tout expliqués. Parce que alors là, notre histoire d'ophiolite, de manteaux océaniques qui se serpentinisent, etc. On est en plein milieu d'un continent, il y a quelques centaines de mètres de sédiments, après on tombe sur le granit. On avait un petit problème d'explication. Et on s'est aperçu, alors qu'après tout, comme souvent en science, on ne découvrait pas vraiment quelque chose, que l'hydrogène en zone continentale, c'était déjà connu, même si ça n'est pas sous les feux de l'actualité. Il y a 2 endroits dans le monde où c'est en cours de production, en ce qui concerne le Mali, et en cours d'exploration et de forage au Kansas. Et ce sont des endroits où également vous avez donc des forages dans des formations sédimentaires intra-cratoniques, donc au milieu des continents, où les gens commencent à pouvoir produire des quantités relativement substantielles d'hydrogène dans le cas du Mali. Ils ne produisent pas encore pour l'instant au Kansas. Pourquoi? Ils ont le marché, il y a l'usine d'engrais à côté qui veut leur acheter de l'hydrogène pour un problème juridique. Vous n'avez pas la possibilité aujourd'hui d'acheter un permis de produire de l'hydrogène dans les pays du monde, ce n'est pas prévu. Donc il y a du retard pour des questions juridiques et non pas pour des questions de business. Ce gaz, qu'il soit dans les cratons russes ou qu'il soit dans les ophiolites ou sur les rives médio-océaniques, il est constitué d'hydrogène, mais il contient
de l'azote qui n'est pas atmosphérique, c'est de l'azote qui vient des profondeurs et contient un petit peu de méthane. En Turquie, il y en a beaucoup plus, c'est tout à fait anecdotique, c'est parce qu'il y a une autre raison pour ça. En général, les quantités de méthane sont faibles, c'est essentiellement hydrogène et azote, sans aucune distinction qu'il s'agisse de notre hydrogène de milieu océanique ou au milieu de notre croûte continentale. Alors, il faut essayer d'expliquer cet hydrogène en milieu continental et vu la similarité chimique totale des deux systèmes, on pense que le mécanisme chimique est le même. Qu'est-ce qu'on a vu sur les zones océaniques? On a vu que du fer ferreux s'oxydait en fer ferrique pour donner une réduction de l'eau en H2. Alors le fer ferreux, il y en a dans le Livine, c'était bien connu. Est-ce que c'est le seul minéral sur Terre qui contient du fer ferreux? Point du tout. Il y en a beaucoup des minéraux qui contiennent du fer ferreux. Mais il faut également que ce minéral puisse se déstabiliser. La pyrite, par exemple, le sulfure de fer contient énormément de fer ferreux, mais déstabiliser la pyrite, il faut quand même un peu de stress. Il y a un minéral qui est très très bien, c'est la sidérite. La sidérite, c'est un carbonate. Le carbonate le plus classique, c'est la calcite, c'est un carbonate de calcium. Là, c'est le carbonate de fer, et le fer est ferreux, et c'est un minéral qui est relativement fragile. Un petit peu d'élévation de température, un petit peu de changement du pH, et vous allez déstabiliser ce minéral, libérer le fer ferreux, et le processus va s'enclencher. Donc ça a été fait expérimentalement, des cristaux de sidérite qui s'altèrent avec formation de cristaux de magnétite, parce que le fer ferrique, lui, ensuite, donne de la magnétite. Dans la nature, ça c'est des travaux qui sont faits au Brésil, c'est la thèse de Vincent Millesi qui est en cours en ce moment, on voit exactement les mêmes structures de cristaux de sidérite qui s'altèrent avec des cristaux de magnétite qui sont en train de pousser, et de l'hydrogène qui est produit exactement par la même réaction chimique, mais avec une source différente. Alors, pour terminer, je fais une petite tournée touristique dans le monde pour vous montrer que ces structures, il n'y a pas qu'en Russie qu'il y en a. Aux États-Unis, alors j'ai parlé du Kansas, où il y a déjà des forages, etc. En Caroline du Nord, il y a des formations géologiques qui s'appellent les Carolina Bays, qui sont connues depuis longtemps, qui n'ont jamais été vraiment interprétées. Alors vous les voyez sur Google Earth ou avec d'autres photos satellites un petit peu plus trafiquées au niveau des couleurs pour qu'on voit mieux les structures. Vous avez énormément de ces structures qui s'emboîtent les unes dans les autres. Ça fait entre 1 et plusieurs kilomètres de diamètre. C'est légèrement elliptique parce qu'il y a à cause d'un système de stress de tectonique dans la région, les structures ne se développent pas de manière parfaitement circulaire. Mes collègues de l'IFP sont allés en Caroline, ont été déposés des mesures d'hydrogène. C'est exactement pareil, c'est exactement les mêmes flux, le mécanisme reste identique. Depuis la Russie, alors comme on avait vu surtout des photos satellites, je vous montre quand on est sur le plancher des vaches à quoi ressemblent ces grandes dépressions. Là, il s'agit de dépressions, car souvent elles sont envahies par l'eau, puisque l'eau qui était en profondeur est partie et transformée en gaz, et ça induit une dépression, un peu comme une caldeira. Et puis il y a d'autres endroits dans le monde, alors on n'est pas encore allé. Enfin si, en Namibie, à vrai dire, j'y suis allé, mais sans détecteur d'hydrogène. Il y a ce qui s'appelle les cercles de fées, qui sont des structures tout à fait comparables, qui n'ont pas encore été testées pour l'hydrogène, mais je voudrais quand même raconter une petite anecdote sur place. Un local, une personne qui vit dans le petit village d'à côté, avec qui je parlais de ces structures mystérieuses, a fait une superbe manip. Il a essayé de planter des fleurs et des plantes au milieu de ces cercles où il n'y avait rien, ça n'a pas poussé, la plante a crevé. Il a récupéré la terre de ce truc-là, il l'a mis dans un pot chez lui, il a mis les plantes, et ça a cru très très bien. Donc clairement, il y a un flux de quelque chose qui se passe, qui fait que les plantes ont un petit stress lorsqu'elles essaient de pousser dans ces ronds. Au Brésil, d'autres structures, cette fois vues d'avion, qui ressemblent exactement à ce qu'on a décrit précédemment. Et repartant aux États-Unis, cette fois dans les grandes plaines de l'Ouest, d'autres structures géologiques très connues qui s'appellent les Playa Lakes sont en cours de test également pour essayer de voir quels sont les flux associés à toutes ces dépressions circulaires dans le milieu des continents. Alors comment le produire? Parce que c'est beau de le voir sortir de terre, mais bon, je dirais il y a 3 manières possibles. À l'heure actuelle, il y a cet hydrogène qui peut s'accumuler dans certains endroits. C'était le cas du Mali et du Kansas. Et là, je dirais, la production, elle est toute simple. C'est une production de type traditionnel, gaz naturel. Vous faites un forage, vous ouvrez une vanne et vous mettez des collecteurs pour récupérer votre hydrogène. Il y a les fameux ronds de sorcière. Alors là, c'est plus compliqué parce que c'est un petit peu diffusif. Il manque l'entonnoir ou l'accumulation qu'on peut avoir au Mali ou au Kansas. On peut imaginer, rien n'est fait pour l'instant, de coupler une production d'hydrogène avec la géothermie. La géothermie, vous faites 2 forages, vous injectez de l'eau froide, elle se réchauffe au contact en profondeur et elle remonte, elle est chaude, vous la mettez dans un échangeur et vous la réinjectez.
Cette eau qui va circuler en profondeur, elle va pouvoir se charger en hydrogène, qui est en solution dans l'eau en profondeur, et vous allez ramener de l'eau chaude, qui sera en plus de l'eau un petit peu Perrier, entre guillemets. Vous la ferez dégazer, vous récupérez l'hydrogène, vous récupérez les calories avec l'eau. Possibilité éventuelle. Les ophiolites, bon déjà, je vous ai dit, les quantités mises en jeu sont un peu plus modestes, et d'autre part, on ne peut pas échapper à la fracturation hydraulique, probablement, puisque les porosités ne sont pas grandes. Alors, on n'est pas du tout angoissé par ça, mais disons que ça peut poser d'autres questions sociétales si on voulait également utiliser cette source. Voilà, et donc, en conclusion, j'ai essayé de raccourcir, j'ai essayé de faire une liste des plus et des moins de ces découvertes. Alors en plus, bon, il s'agit donc d'une source d'énergie et non pas d'un vecteur, cette fois. Je n'ai pas vraiment insisté là-dessus, sur le fait que cette énergie est renouvelable et donc durable. Pourquoi renouvelable? Parce que l'hydrogène naturel, s'il était stocké depuis des centaines de millions d'années comme le pétrole ou le méthane, eh bien, on ne le retrouverait plus. Il serait parti parce qu'il aurait diffusé, ou il aurait surtout réagi chimiquement, parce que c'est quand même quelque chose qui réagit chimiquement de manière très forte. Donc ça veut dire que le flux que l'on mesure aujourd'hui d'hydrogène à la surface de la Terre, dans certaines zones, c'est le flux de production. Donc si on le produit pour l'utiliser, nous, enfin si on l'exploite pour l'utiliser, nous, humains, avec un certain flux d'utilisation, ça correspondra à son flux naturel de génération. Donc c'est typiquement renouvelable. Bon, aucune pollution, ça a été dit, vous brûlez de l'hydrogène, ça fait de l'eau. C'est assez agréable. On change également, alors d'un point de vue sociologique, notre structure, notre relation à l'énergie, puisqu'on passe d'une énergie de stock, que sont les énergies carbonées, à une énergie de flux qui va se retrouver, effectivement, cet hydrogène que l'on récupère au fur et à mesure de sa production, avec une quasi-non-accumulation géologique. Alors les moins, il y en a quand même. Le premier, c'est un moins, je dirais, kafkaïen, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez produire tout ce que vous voulez comme pétrole, comme méthane, comme cuivre, comme or, comme charbon dans le monde, c'est prévu. Si vous allez voir un gouvernement en disant « je voudrais déposer un permis pour produire de l'hydrogène », ce n'est pas prévu. Ce n'est pas que c'est interdit, c'est que ce n'est pas prévu. Donc, il n'y a pas de texte de loi qui vous permette de le faire et ça bloque le système pour l'instant. Un autre problème que j'envisage, 300 milliards de dollars, j'ai commencé par ça au début. C'est merveilleux parce que ça permet de dire, vous voyez, on ne part pas de quelque chose, c'est pas la science-fiction, c'est quelque chose qui existe. Mais ça veut dire que les gens qui produisent, qui fabriquent de l'hydrogène, est-ce qu'ils vont apprécier beaucoup que des gens disent c'est vos investissements pour fabriquer de l'hydrogène à partir du méthane, maintenant on n'a plus besoin, on est en train de le récupérer directement à partir de la nature. Bon, ça peut poser éventuellement quelques petits soucis. Et puis, l'autre point, c'est que bien sûr, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est tout nouveau et ce n'est pas encore très très bien quantifié. Vous avez dû vous en rendre compte, les inconnus sont gigantesques. Donc l'estimation du potentiel réel, on sait que les flux deviennent importants, sont industriels. Est-ce que ça va couvrir 10%, 20%, 100% de la demande de l'humanité? Je ne sais pas répondre. D'où les actions qui me paraissent importantes en R&D, en géologie, donc mieux comprendre, mieux quantifier, mieux prédire ces découvertes que l'on a fait. En ingénierie, donc, même s'il y a eu énormément de travaux sur stockage-transport, on va essayer de continuer et faire en sorte que ce travail soit continu. Et j'avais oublié la production, améliorer, définir des nouvelles méthodes de production de cet hydrogène. Sociologie, imaginez comment la société peut éventuellement évoluer si jamais, on ne s'est pas trompé, et que l'hydrogène naturel peut devenir important pour l'humanité. Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Carbon Democracy, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui raconte comment nos structures de démocratie ont changé quand on est passé du charbon au pétrole. Je vous recommande de le lire. Bon, le passage à l'hydrogène éventuel ferait certainement des grands changements. Et puis juridique, je reviens là-dessus, le code minier de chaque pays devrait peut-être prévoir la possibilité, si on en trouve, de produire de l'hydrogène. Voilà, donc avant de terminer, je vous ai dit que c'était marqué sur les ronds. Je ne vais pas parler d'Australie. Je dis que peut-être les peintures aborigènes d'Australie évoquaient les futurs gisements qu'on trouverait sur place. Et je voudrais remercier toute cette liste d'instituts avec qui j'ai pu travailler ou dans lesquels je travaille et qui ont permis ce travail. Merci.